Bonjour Laurent. Bonjour Léna. Alors certains te connaissent sous le nom de Lolo parce qu'à Tahiti, tu as été disc jockey pendant combien d'années d'ailleurs? Un certain nombre? Oh, depuis, je les comptais plus. Au bout d'un moment, je les compte plus. En fait, j'ai commencé le métier en 1985 réellement. 1985. Euh, Oh là oui, ouais, j'ai com- tu avais quoi? Tu n'étais même pas majeur, si? non, 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 j'étais pas majeur. Je devais avoir 16 ans en 85. J'ai commencé dans une discothèque qui s'appelait le Mayana, qui porte le nom de ma fille d'ailleurs aujourd'hui. Et j'ai commencé d'abord, c'était plus un amusement qu'autre chose en fait. Et puis c'est devenu très vite une passion. Et puis après, j'ai croisé une personne que tu dois peut-être te rappeler, qui était Christian Ledan, Oui, champion de France, oui, qu'on a oui. bien connu à cette époque-là, et qui m'a pris sous son aile, pas seulement moi, mais lui aussi également. Et voilà, et qui m'a littéralement mis sous perfusion musicale et qui m'a fait entrer dans ce métier et qui me l'a appris surtout de telle manière que je puisse traverser les décennies en faisant danser trois générations, on va dire. C'est ça. Et est-ce C'est que ce tu que as j'ai des fait. nouvelles de lui d'ailleurs aujourd'hui? J'ai eu des nouvelles de lui il y a quelques années. J'ai pu me reconnecter avec lui via Facebook. Il avait un compte et puis on devait se rencontrer sur Paris. Ça s'est pas fait. Et puis on s'est reperdu de vue. Et puis Ouais. là, non, Il y a des gens c'est comme plutôt. ça qui rentrent dans nos vies et qui apportent un tel changement. Enfin, c'est extraordinaire. Moi, je me rappelle quand j'ai travaillé en radio, j'ai eu un directeur d'antenne comme ça qui m'avait pris sous son aile et qui Ouais, m'avait vraiment formé. Et c'est quelqu'un aujourd'hui, je lui dois ma carrière en radio et en télé, tu vois. Il ouais. se marre quand je lui dis ça, mais c'est vrai que c'est chouette de pouvoir comment remercier aussi les gens qui nous ont mis sur la voie. Donc toi, tu as fait effectivement danser trois générations. Moi, j'ai été une de celles qui a été certainement dansée sur une de tes soirées. Quand ça n'a pas fait qu'une seule, oui, 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 tu pas as qu'une été là pas seule. mal aussi. Après, on a travaillé ensemble, mais pas dans le même domaine. Moi, j'étais plutôt côté bar. Et cette vie tahitienne, cette vie de disc jockey, tu as des regrets ou as encore des rêves par rapport à ça aujourd'hui? Non, que des regrets par rapport à une époque qui était merveilleuse, qui était vraiment une époque sans souci, on va dire, une époque d'insouciance où on s'amusait bien, où on pensait pas trop aux emmerdements et tout ce qui nous tracasse aujourd'hui. Euh, voilà, c'est plutôt des regrets. Non, il peut pas y avoir autre chose. Aujourd'hui, la vie nocturne, malheureusement, à Tahiti, est loin d'être ce qu'elle était. Et je pense pas qu'il pourrait y avoir un comeback demain. Oui. Bon, c'est une petite nostalgie plus que des regrets, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas revenir en arrière. Il y a 3 ans, tu décides de quitter Tahiti. Comment ça se fait? Écoute, la conjoncture, déjà, c'était devenu difficile de pouvoir faire ce qu'on aime. Et puis, les problèmes, pas des problèmes de santé, mais ma fille étant autiste, c'est ce qui a été en fait le déclencheur, puisque peu de structures existent sur Tahiti pour l'autisme, malheureusement. Et donc, avec ma compagne, il a été décidé de venir sur la métropole pour que ma fille ait le maximum de chances de pouvoir grandir dans de bonnes conditions avec cette maladie, pas cette maladie, avec ce problème en fait. Et on a bien fait parce qu'aujourd'hui, elle est accompagnée merveilleusement bien dans des établissements spécialisés où elle a fait des progrès qui sont fantastiques, Mm. juste fantastiques. Ouais. C'est un autisme qui a été diagnostiqué très vite ou qui a mis un peu de temps? En fait, quand on est parti, on avait un soupçon d'autisme. Ce qui avait été diagnostiqué sur Tahiti, c'est surtout qu'elle était sourde.
alors qu'elle ne l'était pas. Mais D'accord. elle est restée 1 an sans entendre. C'est pour sa première année de vie sans pouvoir entendre quoi que ce soit. Donc ça a provoqué un retard, mais nous, on ne le savait pas. Nous, on soupçonnait de l'autisme. Et puis, les médecins là-bas ont dit, ben non, elle est sourde, elle n'entend rien, il va falloir l'appareiller. Et là, c'était devenu un problème. Donc, on s'est dit, bon, on va aller en France et puis on va refaire faire tout ça. Et on a bien fait parce que, justement, en France, on nous a dit, ben non, elle n'est pas sourde. Mm. Quel âge Elle elle est a? autiste. Elle va avoir 4 ans, là, au mois de juillet. Et C'est sa toi? quatrième année. Et toi, comment tu as vécu ça? Par rapport à quoi? À l'autisme Ah, de ma fille? Ah ben, au début, on voit ça comme une épreuve. On ne connaît pas bien l'autisme, en fait. On pense que c'est un handicap lourd, comment on va faire? On a peur. mm. Et puis, progressivement, on se rend compte que non, il y a des solutions. Et puis, le degré d'autisme n'était pas aussi élevé qu'on le pensait ou qu'on avait peur, hein. Et ben juste, voilà, heureusement, quoi. Mm. Heureusement. Alors, quel serait le conseil que tu donnerais aux parents qui vivent ça aujourd'hui et ils peuvent se sentir perdus comme tu l'as été? De se rapprocher au maximum d'associations d'autisme, il y en a beaucoup, et d'écouter les conseils avec une grande attention. Et pour ceux qui sont à Tahiti, malheureusement, je ne peux pas trop leur dire d'aller voir tel ou tel spécialiste parce que je ne connais pas les structures qu'il peut y avoir. S'il y en a une, tant est qu'il y en ait une, mais je ne crois pas. Les meilleures chances en général sont de venir sur la métropole, hein, il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas, voilà. Toi, qu'est-ce que tu as appris justement de ces associations, de ces médecins peut-être que tu as rencontrés en métropole? Qu'est-ce que tu as appris et que tu fais différemment avec ta fille aujourd'hui? Bah, la façon d'être, la façon de se comporter par rapport à elle, gérer les crises qu'elle peut avoir, les crises d'angoisse, tout ça, ça s'apprend en fait, parce Mm. qu'on peut pas, voilà, on peut pas savoir comment réagir face à ça. Et il faut les Déjà, apprendre. pour un enfant normal, c'est dur quand on est parent de réagir à certaines crises. Donc, c'est Tout vrai à qu'on fait. si on a un enfant qui est spécial, on va dire ça comme ça, c'est un Oui, peu compliqué parce qu'on est peut-être complètement… Enfin, déjà, en tant que parent, on n'a pas le mode d'emploi. Je ne sais pas si tu es d'accord avec absolument moi, pas. mais c'est difficile, Non, hein. on n'a pas de mode d'emploi, absolument. Donc, on essaye de faire de son mieux. Et si en plus notre enfant a un problème médical ou un diagnostic quelconque, mais ça rajoute encore une difficulté dans notre métier de parent, j'ai envie de dire. Donc, toi aujourd'hui, ça va, tu arrives à gérer tout ça avec sérénité? Oui, bah, je ne suis pas tout seul à gérer ça, heureusement, ma compagne est là, hein, parce que tout seul, ça serait quand même compliqué. C'est difficile. Mais oui, on y arrive avec de l'entraînement, on va dire, on arrive à gérer ça. Oui, 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 ça se gère. Le regard des gens est comment autour de toi? Par rapport à l'autisme, toujours, non, ben, écoute, quand on voit ma fille aujourd'hui, les gens ne pensent pas qu'elle est autiste. Hmm. Parce que bon, d'abord, elle est d'un autisme qui est sur une échelle qui est léger, qui est considéré comme léger. Donc, c'est surtout basé sur des crises de nerfs, des fois, elle s'emporte facilement, elle n'aime pas qu'on lui dise non, et elle a des crises assez importantes, elle est difficile à se calmer, donc il y a des méthodes pour ça. Hmm. Donc les gens, en fait, ne se disent pas que ah bah non, pourtant c'est une petite fille tout à fait normale, telle qu'elle est là. Bon, maintenant avec les autismes beaucoup plus lourds, oui, oui, bien sûr, ça se remarque. Hmm. Moi, quand je regarde sur des personnes qui sont atteintes beaucoup plus lourdement, là, ça devient très difficile. Et on se dit qu'on a quand même beaucoup de chance d'avoir un autisme qui est léger par rapport aux autismes très lourds. Parce que l'autisme très lourd, oui, là, vraiment, c'est
c'est vraiment un grave problème pour Oui, beaucoup de familles. si on n'a pas quelqu'un dans notre entourage, dans notre famille ou dans notre cercle d'amis qui vit ça, c'est difficile de s'imaginer. Donc les gens, quand ils ne savent pas, il y a une sorte peut-être de, on ne sait pas trop comment réagir, on ne sait pas quoi dire, etc. Oui, c'est ça, c'est ça. On sait pas du tout comment s'y prendre et on crie vite au secours, quoi, au secours. Et puis bon, pour nous, ça se passe bien, mais pour beaucoup de familles, malheureusement, les enfants sont placés dans des structures spécialisées et y restent, certains y restent, y habitent, hein, parce que à la maison, c'est impossible. C'est impossible. Et puis voilà, ici, heureusement, en France, les structures pour l'autisme se développent de plus en plus, hein, et c'est assez récent aussi, il faut le savoir, parce qu'il y a encore à peu près 4-5 ans en arrière, il y avait très peu de structures et de structures adaptées pour l'autisme et de spécialistes surtout pour gérer cette maladie. Donc aujourd'hui, oui, ça se développe de plus en plus et on commence à être en France vraiment bien placé pour ça, quoi. Oui, et puis en tout cas, c'est bien aidant effectivement pour les parents. Donc, tu me donneras les noms des associations que tu as contactées pour que je puisse le mettre sous la vidéo. J'ai pas fait de liste, mais je Ah, te ben c'est donnerai pas grave, plus. tu as peut-être une en particulier qui t'a touché parce qu'il y a un message, tu vois, ou un autre. Si tu en as en tout cas, n'hésite pas à me les donner, comme ça je les mettrai sous la vidéo en lien. Et puis, en fait, je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de ça parce que je t'avais invité pour parler de toi et notamment d'une maladie que tu as, qui a été diagnostiquée il y a combien de temps maintenant? Au mois de novembre dernier. Au mois de novembre dernier, donc c'est relativement récent. Et alors, comment ça se passe? Est-ce que tu peux me raconter un petit peu les débuts? Ah ben les débuts, c'est simple, c'est l'été dernier, j'ai fait une mauvaise chute. Je suis tombé après un apéro, ça c'est jusque-là, ça prête à sourire. Et puis c'était sans conséquence. Je suis rentré, j'ai repris mon activité et un mois après, je commençais à avoir des douleurs au niveau des côtes et au niveau. Je me disais tiens, oui bon bah je suis tombé, ça m'étonnerait pas que je me sois cassé une côte, ça s'est déjà produit. Mais au niveau de la hanche, je comprenais pas. Et puis ça s'est amplifié, ça s'est amplifié. Décision de faire des radios. Les radios n'ont rien révélé. Physiquement, tu avais des rougeurs, des bleus, tu avais quelque chose? Non, des douleurs. Non, non, que des Juste des douleurs à douleurs. l'intérieur. Ouais, des douleurs qui allaient en s'augmentant, hein. Et puis, Donc au début, après, tu prends genre des Doliprane pour te calmer. ouais, voilà, c'est tout, Doliprane pour calmer, ce qu'on fait toujours, quoi, hein. Et puis, le médecin entreprend de me faire passer un scanner, puis bon, ben voilà, le scanner révèle tout. Et ce cancer a été déclaré donc officiellement par le scanner. C'est un angiosarcome. C'est un cancer qui s'attaque à l'os principalement, qui se Donc là, fixe sur c'est l'os. une nouvelle qui te tombe dessus comme ça. À ce moment-là, tu Ouais, penses quoi? ben, comme beaucoup de gens, quand on parle du mot cancer, on parle, voilà, on dit toujours, on voit toujours la mort au bout, hein. Le cancer, c'est lié étroitement à la mort, hein. Mais plus maintenant. Mais plus maintenant, puisque au jour d'aujourd'hui, on guérit des cancers et de plus en plus. Tu vas nous raconter ça justement dans un instant. Mais moi, ce qui m'intéresse justement, c'est quand tu apprends cette nouvelle, déjà, il faut que tu la digères, je pense, à un moment. Voilà, il faut la digérer, oui, exactement. Bon, ça met un coup, hein, ça met un grand coup derrière la tête. Tu en parles avec ta compagne. Oui, 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 oui. Bah, j'en parle avec ma compagne, j'en parle avec ma famille. Au début, je voulais pas trop en parler avec ma famille parce qu'on ne sait pas trop comment ils vont réagir. Après, Oui. bon, bah, j'en parle avec une de mes tantes qui est ma deuxième maman et qui tout de suite a pris les devants
pour contacter les meilleurs endroits, les meilleurs médecins, les meilleurs traitements parallèles. Parce que là, quand on que te j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. diagnostique le cancer, le médecin te dit tout de suite qu'il va falloir passer par la case chimio ou radio. Qu'est-ce qu'il te Ah dit? oui, oui. Oui. Ah ben oui, oui, bien sûr. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est détérioré. Mon état s'est détérioré assez vite. Au mois de décembre, j'étais hospitalisé. Mhm. Donc, j'ai fait 20 jours d'hôpital pour pouvoir soigner, traiter ma douleur qui était devenue insupportable. J'ai perdu ma. C'est quoi? C'est des tumeurs qu'il faut. C'est des tumeurs, c'est ça. Et on te dit qu'on peut les enlever ou il ne faut pas les enlever? Enfin, pas d'opération? Non, Non. non, non, aucune opération. Il faut savoir que les opérations sont très néfastes, contribuent à enlever la tumeur, mais malheureusement, autour de la tumeur, il reste toujours des miettes, on va dire, qui vont se propager dans le reste du corps après. D'accord. Donc, il ne vaut mieux pas ne pas y toucher, c'est ce que ton médecin te dit à ce moment-là. Tout à fait, ouais. Alors, Excuse-moi. Excuse-moi, hop. C'est évidemment, il y a toujours quelqu'un qui trouve le moyen de m'appeler pendant qu'il ne faut pas. C'est génial. C'est pas grave, c'est ça. Et comme je dis souvent, j'aime bien enregistrer dans les conditions du direct parce que ça reste très naturel. Bah, on continue à vivre. Surtout qu'on passe par nos téléphones respectifs, donc forcément, Oui. enfin par mon téléphone, je suis là. Donc... donc, et donc, du coup, je sais plus ce que je... Ouais, tu as été hospitalisé, beaucoup de douleurs. Voilà, j'ai perdu presque l'usage de mes jambes. Enfin, j'avais tellement de douleurs au niveau des hanches que je ne pouvais plus me déplacer. Donc, je restais alité, donc les 20 jours. Là-dessus, je suis sorti. Grossi aussi. Ouais, ouais, ouais. J'ai eu donc ça a grossi au niveau des côtes. Ça m'a fait une grosse boule dans le dos. Et puis au niveau des hanches, c'était devenu portable. Je pouvais user mes jambes presque jusqu'aux pieds. Et donc, je ne pouvais plus marcher. J'avais une jambe qui ne fonctionnait plus, sans compter les douleurs dans le. Donc, mise sous morphine, hein, obligatoire. Hein, moralement, comment tu es à ce moment-là? Moralement, j'essaie de tenir le coup. J'essaie de tenir le coup. Tu sais, je suis très fort moralement. Mentalement, je suis très fort aussi. Et c'est difficile de me mettre un coup sur le casque, comme on dit, parce que bon, bah, déjà, j'en ai tellement pris dans la gueule toute ma vie que je suis un peu rodé aux épreuves, on va dire. Donc, j'essaie de tenir le coup, Et il fallait de toute façon, parce que face à cette maladie, tu n'as pas le choix. Ouais. C'est soit tu te laisses descendre et tu remontes plus, soit tu te bats et tu gagnes. Et tu as un bon espoir, un grand espoir de pouvoir gagner. Tout se passe en fait dans la tête, hein, c'est ici que ça se passe. C'est lui qui va décider en fonction de ce que tu lui dis si tu as envie de t'en sortir ou pas. Voilà, donc ensuite moi ils m'ont laissé sortir le temps de passer Noël en famille et j'ai été réhospitalisé rapidement au centre spécialisé de Baclès en Normandie qui est l'un des 30 meilleurs hôpitaux au monde avec Villejuif à Paris avec les meilleurs médecins avec tout ce qui voilà donc une chance extraordinaire de me retrouver là également. Une chance extraordinaire de tomber sur une oncologue qui est parmi les meilleurs également. Et c'est tout ce mois de janvier que je suis resté m'a permis de me remettre sur pied. Alors cette grosseur, elle était tellement grosse qu'elle qu'elle t'empêchait même d'avoir les deux bras contre le corps. Hein. C'était vraiment très. Non, c'est sur un côté en fait. Hein. C'est sur le côté gauche de mes côtes. Ça s'était mis dans le dos. En fait, ça m'empêchait tout simplement, pas vraiment de refermer le bras sur moi, mais de dormir sur le côté tout simplement. Je ne pouvais plus dormir sur le côté. Ni sur le. Alors ça aussi. Si, sur le dos encore, mais avec grande difficulté. En fait, il a fallu que je commande un matelas spécial à mémoire de forme et tout, qui puisse s'adapter à mon corps pour ne pas faire pression dessus.
Ah si, oui, ça a été tout un truc. Puis alors, tu entends parler d'une méthode qui s'appelle la méthode Beljanski. C'est à quel moment de temps, entre le moment où tu Dès le début. Ah, dès le début, tu entends parler de cette méthode? Dès le début, en fait, c'est ma tante, qui est médecin également, qui connaissait ce traitement Beljanski, et qui m'a dit tout de suite, bon, on va démarrer ce traitement dès que, avant ma première hospitalisation à Baclès, on a commencé cette. Ah oui, oui, Donc tout de suite. ça a été plutôt une vraie chance aussi, parce que plus on attend… Une énorme chance. Ouais. Absolument, une énorme chance. Le traitement que je suis aujourd'hui, le traitement Beljanski, c'est un traitement qui répare les cellules, après, qui contribue à la réparation des cellules, mais surtout qui les répare après les dégâts provoqués par la chimiothérapie. C'est ça, c'est en simultané avec la radiothérapie, voilà. La chimiothérapie. Voilà. Dans ton cas, c'était de la chimio. Et donc, normalement, quand on fait de la chimio, il y a des effets secondaires. Ouais, tout à fait, des gros effets secondaires qui sont très néfastes. Et justement, ce traitement m'a permis de passer les chimiothérapies quasiment sans aucun problème. Quasiment sans aucun problème. Alors, normalement, sur la chimiothérapie, on t'avait annoncé quels effets secondaires? Tout ce qui va, la perte des cheveux. Bon, les cheveux, je les ai toujours, même s'ils ne sont pas très longs. Ça a juste, on va dire, stoppé leur pousse. Mais ils sont toujours là, ils ne sont pas tombés. Les ongles, pareil, ça devait tomber, ils sont toujours là, tous mes ongles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En général, on a des nausées terribles. Et toi, tout ça, ça a été quoi à ce niveau-là? C'était sur la route, enfin tout un tas de choses. Il y a beaucoup de réactions diverses qui peuvent intervenir où on est très très mal, en fait. Et là, ce traitement en fait qui aide à guérir du cancer, toi, cette tumeur, elle a complètement disparu. C'est extraordinaire. C'est carrément extraordinaire. Elle a disparu. Bon, le traitement, bien sûr, c'est le traitement chimiothérapie qui a été vraiment excellent, qui a été très très bien choisi par l'oncologue. Et puis le traitement parallèle Beljanski fait aussi le reste également. Donc en parallèle, on est arrivé. Des extraits de plantes naturelles. En quoi? En gélule, en gouttes? C'était comment le traitement? C'est en gélule. C'est en gélule. C'est 14 gélules à prendre tous les jours. Et voilà, c'est à base de traitements naturels. J'invite les gens à qui ça peut intéresser, et je le conseille vivement, parce que si beaucoup plus de gens prenaient ce traitement, ça sauverait littéralement des vies. Donc, je les invite à taper Beljanski simplement sur Google. Ils vont tomber sur le site Beljanski. Il faut savoir que ce traitement a servi à un homme politique qui s'appelait François Mitterrand, qui a fait ses 2 septennats grâce à Beljanski. Alors qu'il était malade dès le début. Il était malade déjà, il avait déjà un cancer avant de prendre ses fonctions présidentielles. Et pendant tous ces 2 septennats, il a suivi ce traitement Beljanski qui lui a permis de vivre quasiment 20 années de plus d'aujourd'hui. Après, il faut savoir que Beljanski, pourquoi c'est pas plus connu que ça? Parce que tout simplement, les lobbies pharmaceutiques se sont emparés de la chose, et ne faisant pas partie justement de ces lobbies, il a été purement et simplement bâillonné par les pouvoirs politiques. Après François Mitterrand, bien sûr, puisque pendant l'époque de François Mitterrand, il était sous protection, il avait son laboratoire. Et son laboratoire est décédé aujourd'hui, c'est ça? Aujourd'hui, son professeur est décédé. C'est sa fille qui a pris la suite, absolument, tout à fait. Et donc, tout l'historique, justement, de ce qui s'est passé est consultable sur l'Internet. Moi, je ne fais que donner simplement juste des brides de ce que j'ai appris. Mais là aussi, j'invite à ceux qui sont intéressés par ça à lire vraiment tout ce qui s'est passé, et à comprendre également que… Quand on y pense, 14 gélules, c'est pas… Bon, bon, il faut les prendre, mais ça reste quelque chose de relativement simple.
Ouais, oui, tout à fait. J'en prends 7 le matin, 7 l'après-midi, et puis voilà, ça passe, ça pas de problème. Est-ce Tout qu'au à fait, niveau ouais. alimentation, tu as dû faire des changements aussi? Oui, oui. Oui, oui, j'ai fait des changements, bien sûr, oui, parce que j'avais une très mauvaise alimentation. Je mangeais beaucoup de viande, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de viande, énormément de viande. Et ça aussi, c'est un facteur important pour le cancer, hein. Mmh. Donc, Donc, c'est ton oncologue qui le dit ou c'est quand tu prends le traitement Beljanski où tu apprends qu'au niveau alimentation, il va falloir que tu fasses des changements? non, non, on se renseigne pour l'alimentation. Bon, ben, toujours ma tante est intervenue là-dedans, puisqu'elle elle s'y connaît, hein. J'ai suivi simplement ses conseils. Il suffit simplement de voir sur Internet, toujours de faire des recherches par rapport à ça. Et on constate effectivement bah, que la viande Et est néfaste cancérigène? Oui, oui. et cancérigène, bien sûr, absolument. Et puis c'est vrai Alors pour qu'à moi qui Tahiti, est on est plutôt des grands mangeurs de viande. tout à fait, tout à fait. Moi, c'est puis voilà, j'étais addict hein, à la viande, hein. C'était barbecue presque tous les jours, même en France, hein. Si je pouvais mettre une côte de bœuf, si je pouvais en manger 2 dans la semaine, c'est 3 dans la semaine, ça ne me posait pas de problème particulier. Donc justement, quand tu apprends que au niveau Et voilà. alimentation, Moi, arrêter la viande, c'est un peu comme arrêter de fumer, parce que ouais. j'adore la viande. Donc, je ne l'ai pas stoppé, mais je l'ai espacé. On va dire que je me fais plaisir une fois tous les 15 jours. Voilà. Ouais, grand Et c'est maximum, quoi. amplement suffisant. Mm. Voilà, Il y c'est a autre amplement chose que tu as suffisant. éliminé de ton alimentation? Pas éliminé. J'ai renforcé mon alimentation au niveau légumes, fibres, beaucoup de légumes, parce que je ne mangeais pas avant, ou très peu. Donc Oh, aujourd'hui, j'ai si énormément de tu légumes. mangeais un légume, c'était les frites plutôt, c'est ça? Ouais, le seul légume dans ma connaissance, c'était les frites, mais bien sûr, évidemment. Le bon vieux steak frites, sauce et beurre que l'on connaît à Tahiti. Mais c'est rigolo parce qu'effectivement, même moi, à Tahiti, je mangeais énormément de viande. Et depuis que je suis en France, déjà, j'ai un mari qui, euh, qui fait attention au niveau produits bio, qui a arrêté le lait de vache, tu vois. Et donc là, je me dis, waouh, mais bon, il va falloir que je m'y intéresse, etc. Et effectivement, j'ai vu un documentaire qui expliquait que la viande, c'était pas bon du tout pour l'homme et que c'était vraiment cancérigène. Et donc là, je me dis, waouh, mais moi, j'en mange. Enfin, à l'époque, je ne sais pas si toi c'était comme ça, mais à l'époque, si je faisais par exemple un repas et s'il n'y avait pas de viande, c'était presque, je culpabilisais, tu vois, si j'avais pas mis de viande au menu. Tout C'était à fait. Ouais, ouais. fou, On quoi. était obligé de mettre de la viande au Ouais, menu, obligé, obligé. même par rapport aux autres. Ouais. Et là, tu parlais de bio, effectivement, oui, on se rapproche de plus en plus du bio aujourd'hui également, parce que avec tous les pesticides et tout qu'on rencontre, qu'il y a dans l'alimentation, même les légumes sont pleins de pesticides, beaucoup, beaucoup de pesticides. Donc, on se rapproche de plus en plus maintenant du bio, en prenant beaucoup, beaucoup de plus en plus de bio. Bon, je regrette qu'une seule chose, c'est que le bio est très cher par rapport à la normale, et c'est pas normal, ça ne devrait pas être le cas. Ouais. Alors après, Donc, tu vois, nous, par exemple, on avait un voisin qui faisait du bio, mais évidemment, il n'était pas certifié bio, c'est-à-dire qu'il n'avait pas toutes les autorisations X, Y, etc. Mais lui, il nous disait, moi, je ne mets pas de pesticides. Donc, en fait, il vendait son surplus de légumes, c'est-à-dire que pour les enfants, à la fin de l'école, entre 17h et 19h, eh ben, il vendait son surplus, tu vois. Et donc ça peut. ouais, C'est-à-dire que des fois, oui, on se dit on n'a pas assez d'argent pour le bio, mais parfois, il faut juste regarder autour de soi. Et il y a des gens qui font du bio sans avoir la certification parce que c'est peut-être quelqu'un qui a juste un grand potager ou absolument. peut-être quelqu'un qui a une exploitation bio mais qui n'a pas envie de faire tous les examens pour la certification. Donc, faut juste être un petit peu curieux, comme tu dis, et se renseigner. Absolument, absolument. Il y a des personnes autour de moi, des fois, qui me ramènent des salades remplies d'escargots. Là, on est certain que c'est du bio. Ce sont des escargots, des limaces, et de la terre. Voilà.
Et pleine de terre, ouais. Ça, c'est de la salade vraiment bio. Là, on est sûr qu'il n'y a rien dedans. Enfin, c'est bien simple, il suffit de compter les habitants à l'intérieur. C'est ça. Alors, toi, quand on y repense au moment où tu es diagnostiqué, où le cancer est diagnostiqué, donc c'est en novembre l'année dernière, donc novembre, décembre, janvier, février, mars, nous sommes au mois d'avril, nous sommes le 1er avril aujourd'hui. Ouais. Ça fait 5 mois. Manger du poisson. Oui, manger du poisson. 1er avril, manger du poisson. Comment tu vas aujourd'hui? Là, aujourd'hui, je vais plutôt bien et de mieux en mieux. J'ai récupéré ma mobilité, 90% quasiment de ma mobilité. Donc, c'était la chose la plus importante pour moi. Oui. Donc, je peux de nouveau marcher. Je marchais, bon, alors d'abord, je marchais avec 2 béquilles. Ensuite, j'ai pu en marcher maintenant, j'arrive à marcher sans béquilles. Et j'arrive également à remonter les escaliers parce que j'arrivais pas ni à descendre ni à monter. J'ai dormi pendant Les douleurs ont disparu? Les douleurs sont toujours là parce que je prends de la morphine toujours. Hein, je suis toujours sous morphine. On a descendu les doses, mais je suis obligé encore d'avoir de la morphine parce que sinon les douleurs ont tendance à remonter. D'accord. Donc en fait, c'est pour un confort optimal. Tu vas avoir une étape supplémentaire ou comment ça se passe exactement? Pour la suite? Oui, pour la suite. Bah là, non, on continue tout simplement après les résultats du scanner qui ont été extrêmement satisfaisants, qui ont confirmé le recul de la maladie, hein, déjà ce qu'on voyait extérieurement, puisque ma tumeur a quasiment disparu dans le dos. C'est simplement spectaculaire. Plus donc la remise en fonction, on va dire, de mes jambes. Voilà. Et ce qu'a révélé le scanner, c'est effectivement un recul important de la maladie. Donc, on continue le traitement, le même pour l'instant, basé sur une chimio toutes les semaines. Et donc, il y a 3 chimios les 3 premières semaines. Et la 4e semaine, c'est en repos. Et on repart après en tout sur un total de 9 chimiothérapies. Donc, ça m'emmène à 3 mois de plus, on va dire. D'accord. Et toujours 3 mois de plus. Beljanski en plus. Toujours accompagné. Toujours accompagné de ce traitement, absolument. Et tant que la chimio, la radiothérapie sera dans ton traitement, tu auras à prendre ces gélules d'extrait naturel de plantes. Alors, elles seront à prendre pendant un temps. Et puis ensuite, en fonction si la maladie est en rémission ou si elle est guérie tout simplement, normalement, on prend ça une fois dans l'année, pendant une période. Est-ce que le traitement Beljanski se prend une fois dans l'année. Oui. Pendant, par exemple, un mois ou 2. Oui. Et est-ce qu'il est pris en charge par la sécurité sociale? Non. Ah non, bien sûr que non, puisqu'il n'est pas reconnu, c'est un laboratoire qui n'est pas reconnu encore aujourd'hui par les autorités. Et donc, ce n'est pas pris en charge, non, malheureusement. Non. Mais c'est un traitement qui est quand même coûteux. Alors, coûteux, on peut donner une fourchette de prix pour savoir? Pour une fourchette de prix, il faut compter à peu près, pour un mois de traitement, il faut compter 400 €. Ah oui, quand même, c'est un investissement hein, pour sa santé. Ton oncologue, c'est un investissement. C'est que tu prends Absolument, mon oncologue, bien sûr, on l'a mis au courant. Mon oncologue ne connaissait pas Beljanski, il le connaît maintenant. Et je pense qu'on n'en a pas encore reparlé. On n'en a pas encore reparlé, mais on en reparlera quand le moment viendra. Mais je pense qu'il sait, il voit bien pourquoi je traverse les chimiothérapies sans encombre, avec des examens sanguins qui sont au-delà des espérances, parce qu'il faut bien te dire que j'ai des bilans sanguins qui sont parfaits, qui sont impeccables, alors que normalement, tout est bas, les plaquettes sont basses. Oui.
tout est bas dans les examens sanguins quand on passe les chimios. Et là, tout est parfait, tout est aligné, tout est dans les clous, comme on va dire. Et ça, c'est parfait pour continuer, voilà, pour continuer le traitement chimiothérapie. Alors, c'est vrai que j'ai un peu survolé le site et il y a un onglet, un volet qui explique qu'on peut en parler à son médecin parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup de médecins qui ne connaissent pas ce traitement. Alors, je regardais aussi, ce n'est pas uniquement un traitement pour guérir du cancer, mais il y a aussi, ça traite le HIV, l'herpès, la fibrose radique, l'adénocarcinome, enfin bon, il y a une liste de maladies Oui, comme ça. tout à Bien fait. sûr, la plupart des cancers, hein, cancer du sein, de la prostate, des ovaires, etc. Et il y a des conditions protocolaires. Je ne les ai pas toutes regardées, mais toi, par exemple, est-ce qu'il y avait des conditions pour prendre ce traitement et qui étaient vraiment très, très importantes? Est-ce qu'on t'en a parlé? Non, Non? non, 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 absolument pas. Bon, c'est ma tante, moi, qui a géré tout ça, donc je ne pourrais pas. Il faudrait que ce soit elle qui t'en parle. Elle t'en parlerait beaucoup mieux que moi. Ah bah, je Mais vais non, l'inviter parce que justement, j'étais en train de me dire, il faudrait que j'ai quelqu'un pour parler de cette méthode Beljanski, à moins que j'invite la fille du professeur aussi qui, je sais, fait des conférences, etc. Donc, vraiment, c'est intéressant. si tu veux, je te mettrai en contact avec ma tante. Tu pourras en parler si vraiment tu veux créer un autre sujet là-dessus, spécifique. Oui, c'est vrai qu'elle pourra t'en parler beaucoup mieux que moi, beaucoup mieux. Mais Bon, sinon, pour revenir à ta question, non, je n'ai pas eu de contre-indication, aucune contre-indication par rapport à… ouais. La seule contre-indication, en fait, c'est lié à l'accord de l'oncologue. Voilà, il y en a qui sont réticents, en fait, et d'autres non. Ouais. En fait, il y a certaines plantes qui sont déconseillées par les oncologues. Et dans le traitement Beljanski, ces plantes-là n'apparaissent pas. D'accord. Je ne Bon, pourrais pas te dire lesquelles c'est, je n'ai ouais. pas. Voilà. Ouais. Donc, ça pourrait rassurer de toute façon les médecins qui ne connaissent pas. Mais de toute façon, c'est comme tout. Quand on ne connaît pas, on a une petite réserve. Et puis, il suffit qu'on en parle, que les gens témoignent. Et il y a d'ailleurs beaucoup de témoignages sur le site. J'ai vu qu'ils ont également une page Facebook. Alors, bien sûr, je mettrai tous ces liens sous la vidéo pour les gens qui seraient intéressés. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire par rapport à ces expériences un peu douloureuses quand même que tu as vécues là, ces dernières années? Qu'est-ce que tu voudrais que je dise? Un message Ben, d'espoir, un message positif pour les gens qui vivraient des je choses difficiles aussi. je pourrais pas être aussi bon que Bernard Tapie l'a été dans son interview récente sur BFM. Bernard Tapie livre un combat également contre plusieurs cancers. Lui, il n'en a pas qu'un en plus. Et cette interview, qui je pense est toujours consultable sur Internet, donne une véritable leçon de vie. Et elle est tellement remplie d'énergie qu'après cette interview, on se dit qu'on est obligé de se battre. Obligé de se battre. Donc je ne pourrais pas parler aussi bien que lui, mais voilà, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut, quand on a cette maladie, ben, faut pas se dire que le monde s'écroule, ça y est, on est fini, quoi. Non, non, non. Aujourd'hui, on est en 2020. La médecine a fait des progrès colossaux, fantastiques. Elle continue à en faire. Comme le disait Bernard Tapie, justement, tous les 15 jours, il y a des avancées dans le domaine du cancer. Donc aujourd'hui, on ne meurt plus systématiquement du cancer. Voilà, il faut le savoir. Comme tu l'as dit au début d'interview, tout se passe dans nos croyances. Si je crois que je vais mourir, c'est sûr qu'il y a juste à baisser Mais les bien sûr, bras. si vous dites, même sans être malade, vous n'êtes pas malade, si tous les jours vous êtes noir, avec des noirceurs dans la tête en permanence, à vous morfondre, tôt ou tard, vous allez déclencher cette maladie. Parce que c'est le cerveau qui va la déclencher, tout simplement. Vous aurez convaincu le cerveau que il faut mettre un terme à tout ça.
et lui va déclencher cette maladie. C'est le cerveau principalement qui est lié à ça. Et ce que vous allez lui donner, lui dire, voilà. Si vous restez C'est drôle parce qu'on se connaît depuis très longtemps, Laurent, et tu m'avais… positivement, optimiste, avec énormément d'optimisme, ce qui est mon cas, bah voilà, Ouais. vous allez Mais non passer seulement cette tu es épreuve. optimiste, mais en plus tu as… je rigole parce qu'on se connaît depuis très très longtemps et tu m'as envoyé il y a quelques jours une photo d'un corps avec les chakras, avec la phrase suivante: tout peut être guéri. Et je dis, je Tout à rigole fait. parce que j'aurais jamais pensé qu'un jour on parlerait toi et moi de chakras ou de choses. Alors, cette photo, elle est là, c'est bien simple. Ah ben C'est voilà. un livre. C'est un livre. C'est de qui? C'est de… Alors, ce livre, moi, je le recommande aussi à tous ceux qui veulent le lire. Hein. Ouais. C'est d'Anglès Édition. C'est de Martin Brofman. Martin, comment tu Martin écris? Brofman. Comment tu… Alors, attends, je vais te le rapprocher de la caméra. Je pense que tu vas pouvoir le lire beaucoup mieux. Tu le vois? Oui, oui, oui. Martin Brofman, tout peut être guéri. C'est noté et je donnerai cette information aussi sous la… Et donc, qu'est-ce que tu as appris dans ce livre? Ce que je viens de te dire, hein, c'est pour le résumer, il se résume clairement. C'est le cerveau qui contrôle tout. C'est le cerveau qui va provoquer ta guérison et qui va provoquer aussi l'inverse, hein, si tu lui demandes. Oui, eh ben, Tout est basé là-dessus. Tout est basé là-dessus. Je n'ai pas lu le livre en entier encore. Je suis à la première étape du livre. eh ben, je ne le connaissais pas. Je vais me faire un plaisir de le lire aussi parce que effectivement, moi aussi, je crois que tout peut être guéri et il suffit simplement d'y croire. Tu sais, c'est comme ces guérisons miraculeuses, parfois qui ne s'expliquent pas et on ne sait pas pourquoi. Et c'est juste quelle est la différence entre quelqu'un qui guérit et quelqu'un qui ne guérit pas. Eh bien, c'est peut-être juste son état d'esprit, sa mentalité, son attitude. Tout concourt au meilleur si on y croit, quoi. Bien sûr, bien sûr. Il y a des souffrances aussi qu'on garde à l'intérieur qui peuvent provoquer la maladie, il faut le savoir. Hein. Le livre en parle. Des souffrances comme moi on a tous des souffrances, moi j'en ai à l'intérieur, tu les connais un petit peu puisqu'on en a parlé. Et ces souffrances-là, eh bien, elles finissent par provoquer quelque chose. Une maladie est toujours liée à, à ce qui se passe là-dedans, en fait. Voilà. Il y a un autre livre que je recommande aussi justement pour connaître les messages du corps, parce que quand on est malade, c'est un message que notre corps nous donne. Et il y a un livre qui s'appelle Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies. Je ne sais pas si tu le connais. Non, Et non, je ne l'ai pas. c'est de Jacques Martel. Tu feras une recherche aussi, je t'enverrai le lien. Et en fait, Volontiers. c'est une technique de guérison, c'est-à-dire que ça s'appelle le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies, mais il faut bien regarder la préface, il y a le mode d'emploi. Et donc, tu vas à la maladie qui t'intéresse et ensuite, tu dois lire le texte avec une méthode qui s'appelle la méthode monosyllabique, c'est-à-dire que tu dis le texte syllabe par syllabe. Alors, certains textes sont très très longs, peuvent faire deux pages ou deux lignes. Alors, évidemment, quand c'est deux lignes, on est content, on se dit « Oh, je ne vais pas avoir à passer 3 heures à lire ça ». Mais l'auteur dit que c'est comme ça qu'on peut guérir. Parce que si en fait, tout reste au niveau mental, il faut aussi que ça rentre, tu vois, dans le cœur, que ça passe par le cœur pour qu'il y ait une transformation. Donc, c'est un livre Oui, tout à fait. Ouais. aussi. En tout Ouais, cas, ouais, tout à je fait. te remercie beaucoup, Laurent, d'avoir pris ce temps pour parler de ces expériences, de ces épreuves que tu as vécues, parce que pour moi, c'est important. Les histoires des gens sont importantes parce que ça nous inspire. Qu'on le veuille ou non, toutes les histoires des gens nous inspirent. Et moi, je me fais une réelle joie de transmettre tous ces messages à travers mes interviews et je suis ravie d'avoir fait cet entretien avec toi. Bien sûr. Je dirais simplement attirer à la vérité hein, déjà et il faut rien lâcher. Quoi. Il faut rien lâcher. Faut y croire. C'est extrêmement important.
Et moi, je crois profondément à ma guérison. Donc, je n'ai pas peur. Voilà. Bonne guérison, Laurent. Merci. Je te remercie beaucoup, Léna. À bientôt. Salut. Au revoir.